Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment investir sur la thématique de l'hydrogène vert. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, aujourd'hui, il faut rappeler un peu, camper un peu le décor. On a un mix énergétique mondial qui est fossile, qui est à base d'énergie carbonée, à plus de 80%. Je ne me trompe pas, le chiffre est bon. C'est le bon chiffre, oui. Bon, voilà. Et il faut que ça change parce qu'il faut limiter le réchauffement climatique, il faut que la planète reste respirable. Et donc, il faut sortir des énergies carbonées. Pour ça, on se dit, évidemment, il y a l'éolien, il y a le solaire, sauf que tout ça est intermittent. Jusque-là, j'ai bon. Ouais. Hein, non, que le vent, il y en a, va tout le temps. Le soleil, il n'y en a pas la nuit, sauf si vous avez trouvé la formule magique. Et c'est là, pardon, et je reboucle avec le sujet, c'est là que l'hydrogène, pour le coup, et pas n'importe lequel, parce qu'il y a l'hydrogène gris et il y a le vert qui est clean, c'est une solution technique et technologique. Même si, en tant que molécule, l'hydrogène, enfin, ça existe depuis les années 50, 60, non Ah non, ça existe depuis toujours, en réalité, dans l'univers. Non, ça n'existe pas l'hydrogène, mais le fait, la technologie qu'on l'utilise depuis très longtemps. Ouais, depuis plus d'un siècle, en réalité, depuis très longtemps. Et alors, on l'utilise dans les raffineries pour désulfurer les carbones lourds et également, essentiellement, et il est connu surtout pour ça auprès du grand public, dans les fertilisants, pour fabriquer de l'ammoniac. C'était le principe Haber-Bosch qui a donné lieu à la création du groupe chimique bien connu allemand BASF, qui a permis de nourrir le monde entier. Alors pourquoi aujourd'hui l'hydrogène vert, c'est une des solutions techniques, technologiques les plus prometteuses pour réussir cette transition énergétique? Alors c'est une parmi d'autres, et comme vous l'avez dit, il s'agit avant tout de décarboner la société. On émet énormément de carbone, ça induit le réchauffement climatique, il faut lutter contre, donc il faut trouver des sources d'énergie décarbonées et compétitives. Alors ça prend d'autant plus son sens en ce moment parce qu'on fait face à une crise énergétique en raison des événements ukrainiens, donc il faut accélérer ces phénomènes. Et pour ça, il y a tout un tas d'alternatives technologiques qui se proposent à nous. Et l'hydrogène est particulièrement pertinent parce que d'abord, on l'a dit, c'est très abondant. Et avant tout, c'est génial parce que quand on brûle de l'hydrogène, eh bien, ça émet beaucoup d'énergie et ça dégage de l'eau. Donc dans le principe, c'est très sympa. Ouais. Mais il se trouve que l'hydrogène, c'est un élément qui est très sociable. C'est-à-dire qu'elle est toujours attachée à un autre élément pour former une molécule. Alors tantôt du méthane dans le gaz naturel, ou on le trouve dans quelque chose, il n'y en a pas sur le plateau, mais on l'utilise souvent, de l'eau, H2O, ça parle à tout le monde. Ouais. Et en cassant l'une ou l'autre de ces molécules, on retrouve l'hydrogène dont on peut avoir besoin. Seulement évidemment, dans un cas comme dans l'autre, ça ne coûte pas tout à fait la même chose de casser ces molécules. Donc jusqu'à présent... Pourquoi est-ce qu'on les casse encore une fois? Pour avoir l'hydrogène, bien sûr. Pour avoir l'hydrogène. Quel lien avec l'éolien et le solaire? Comme vous le disiez, les sources d'énergie Pardon, les questions sont basiques, mais c'est Non, vous avez raison. Comme vous le disiez, les sources d'énergie renouvelables sont essentiellement intermittentes. Donc il va falloir, à mesure qu'on rentre des capacités renouvelables dans le mix énergétique, rentrer des solutions de transport et de stockage de cette énergie. C'est ça le sujet. Et donc l'hydrogène est un très bon vecteur parce qu'on a les moyens technologiques connus depuis très longtemps pour transformer de l'électricité de sources renouvelables en hydrogène, pour le stocker, pour l'utiliser ensuite en le reconvertissant notamment en électricité ou en le brûlant directement, à un moment où on en aura besoin. Et là, on a une énergie qui est clean. Propre de bout en bout. Ah, de bout en bout, non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hydrogène, on appelle de l'hydrogène gris. Exactement. Jusqu'à présent, ce qu'on produit essentiellement et ce qu'on utilise pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, raffinerie, fertilisants, mais aussi dans l'alimentation pour les éléments surgelés, dans les sodas évidemment, dans l'électronique. Dans un iPhone, il y aura eu besoin d'hydrogène à un moment pour construire les composants. Mais tout l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui est essentiellement gris, c'est-à-dire qu'on le fabrique, on le produit en isolant la molécule d'hydrogène, en cassant les molécules de méthane. Ouais. Parce que c'était un procédé qui était bien connu, qui s'appelle le vaporéformage du méthane. Il s'agit en réalité de porter à très haute température du méthane en présence de vapeur d'eau. Et là, il faut de l'énergie. Mais ça émet du carbone. Et ça ne nous plaît pas, ça. Ouais. Donc il faut trouver l'alternative et qui va consister à le produire de façon propre de bout en bout. Et pour ça, plutôt que casser la molécule de méthane, casser la molécule d'eau. Au travers d'un procédé chimique qui s'appelle l'électrolyse. Et qui fonctionne comment? Eh bien, il s'agit de faire passer un courant électrique de très haute intensité dans de l'eau et ça casse la molécule d'eau. Et ce courant, il vient justement d'une source renouvelable. Et là, dans ce cas-là, on pourra vraiment certifier que l'hydrogène issu de ce procédé chimique est parfaitement propre. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore compétitif. Cet hydrogène vert ne l'est pas par rapport à l'hydrogène gris, par rapport aux autres sources d'énergie. Et tout l'enjeu pour toute l'industrie, c'est d'aboutir à une forme de compétitivité de cet hydrogène vert.
C'est nécessaire parce que sans ça, ça marche pas. Quels sont les écarts? Je ne me rends pas compte. C'est-à-dire qu'en gros, le principe déjà naturel ou chimique, c'est qu'il faut 7 fois plus d'énergie pour casser la molécule d'eau qu'il n'en faut pour casser la molécule de méthane. Traduit en coût, aujourd'hui, ça coûte à peu près un peu au-dessus de 5 €, disons 6 ou 7, de produire une molécule d'hydrogène, 1 kg d'hydrogène en cassant la molécule d'eau, alors que ça coûte à peu près, ou ça coûtait, disons, 2 € pour le faire par vaporeformage. Mais je dis bien ça coûtait parce que le méthane, il faut bien le trouver quelque part. Le méthane, c'est le principal gaz qui compose le gaz naturel. Et vous n'aura pas échappé que le prix du gaz naturel, ces derniers temps, il s'est un peu envolé. Il ne m'a pas échappé. Voilà. Bon, et donc, juste, l'hydrogène servira à quelle industrie? Vous l'avez dit, qu'on voit bien l'usage au quotidien. Parce qu'on a compris les enjeux autour de la technologie, autour de son prix, autour du fait qu'elle est totalement clean dans sa composante verte. Mais derrière, elle sert à quoi? Parce qu'on a vu des voitures se balader, propulsées à l'hydrogène. Quels sont les usages au quotidien, à la fois dans l'industrie, mais aussi pour les consommateurs? Alors, il y en a plein. Aujourd'hui, on produit à peu près 70 millions de tonnes d'hydrogène, essentiellement gris, c'est ce qu'on disait. Toutes les études, GIEC, IAE, etc., diffusant tous les usages potentiels de l'hydrogène, portent potentiellement cette production, et essentiellement en vert, c'est-à-dire hydrogène par électrolyse de l'eau, à 500 millions de tonnes horizon 2050. Et là, les usages vont être variés. D'abord, ceux par lesquels on a commencé, raffinerie et ammoniac. On va faire de l'ammoniac vert au lieu de faire de l'ammoniac qui est issu, encore une fois, de vaporeformage de méthane. Et puis ensuite, il va s'agir de décarboner toutes les industries qui consomment énormément d'énergie. Je pense à l'acier, je pense à la chimie, à l'industrie du verre, aux cimenteries. Il faut porter dans ces conditions, et pour réaliser les process chimiques nécessaires à la réalisation de ces métiers, des fours à des très hautes températures. L'électricité ne peut pas faire ça. Donc il faut un carburant avec une haute densité énergétique. Ça ne vous aura pas échappé non plus qu'on utilise de l'hydrogène pour propulser des fusées. Donc grâce à de l'hydrogène, on peut monter la température d'un four à plus de 1000 degrés, ce qui est nécessaire pour faire fonctionner ces industries. Ces industries, pourquoi elles vont utiliser de l'hydrogène? Ça marche très bien aujourd'hui, ce qu'elles utilisent. C'est parce qu'elles ont elles-mêmes des objectifs à remplir en matière d'émissions. Elles doivent les baisser drastiquement. Donc elles vont commencer, elles, les industries énergie intensives, à utiliser massivement de l'hydrogène. Puis ensuite, il y a tout le transport, et notamment le transport lourd. Pour le transport particulier, la voiture, on le voit bien, les batteries, ça fonctionne pas mal. D'ici quelques temps, il y a encore besoin d'améliorer un peu le truc. Il faut améliorer un peu le truc, il faut faire avancer le développement des infrastructures de recharge notamment. Plus d'autonomie, exactement. Mais moins de temps de chargement. Il y a des projections qui nous laissent à penser que d'ici quelques années, on y arrivera, notamment avec une batterie électrolyte solide qui devrait remplir définitivement tous les usages. Et si les infrastructures sont au rendez-vous, eh bien dans ce cas-là, on peut considérer que définitivement la batterie pour le véhicule particulier, ça fera bien le job. On parle de 2026 avec une batterie donc électrique solide qui permettrait, donc, vous l'avez dit en préparant l'émission, parce qu'on s'est parlé un petit peu, c'est 1000 km avec 15 minutes de recharge. Oui, à peu près. 1000 km d'autonomie, mais ça change complètement l'équation. Voilà, et puis une durée de vie d'1 million de kilomètres. Donc très peu de maintenance, enfin sur le papier c'est génial. Ça reste encore à développer. En 2025-2026, on devrait avoir les premiers véhicules avec des batteries à électrolyte solide qui devraient sortir sur le marché pour des véhicules hybrides. 27-28, définitivement pour les véhicules full électriques. Et là, dans ce cas-là, c'est la panacée. Mais il y a des alternatives pour lesquelles la batterie ne fonctionne pas. Dans un camion encore, pourquoi pas, et on l'observe d'ailleurs, les initiatives prises par des groupes comme Daimler, Volvo, portent sur les deux technologies, c'est-à-dire hydrogène d'un côté, batterie de l'autre. Mais un train, on ne peut pas remplir la moitié des wagons avec des batteries, ça ne fonctionne pas. Un bateau non plus. Et dans ces cas-là, et puis plus tard peut-être des avions d'ailleurs, et ce sera assez formidable. Le groupe Airbus, dont on est si fier en France et à raison, eh bien, développe évidemment un prototype d'avion à hydrogène qui est prévu de voler en 2035. Oui. Et dans tous ces cas de figure, qui représentent des consommations considérables, eh bien, on aura besoin d'hydrogène. Il faut des milliards d'euros d'investissement pour que tout ça se transforme en une industrie compétitive et à l'échelle, comme on dit. Oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gouvernements en Europe, aux États-Unis, sont là. Et cet été, il s'est passé beaucoup de choses. Énormément. Et alors, c'est structurant. C'est-à-dire que nous, chez CPRAM, on avait une intuition il y a quelques années quand on a commencé à étudier le sujet. Études faites auprès de panels d'experts, académiques, industriels, on a forgé de cette intuition une conviction. Et cet été, définitivement, au travers de ce à quoi vous faites référence, tout ça s'est transformé en une réalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a donné au travers du plan dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le plan Biden, ou Clean Tech, qui consiste à promouvoir le développement de toutes les technologies qui permettent de réduire les émissions carbonées. On a donc accordé au travers de ce plan une subvention qui va jusqu'à 3 $ par kilo d'hydrogène vert produit.
Le prix du gaz naturel a un peu augmenté. Ce qui valait 2 $ maintenant coûte 3 $. On était à peu près à 5 ou 6 pour l'hydrogène vert. Mais si on donne une subvention de 3, associé à une source d'énergie renouvelable qui permet d'avoir une subvention supplémentaire de 1, on est moins cher que le gris, on est compétitif. Donc les États-Unis, pour 10 ans, parce que ce plan a une vocation à durer 10 ans, sous contrainte d'atteinte d'objectifs, eh bien, pendant 10 ans, on donne la possibilité à l'industrie d'être, disons, artificiellement compétitive pour l'être réellement demain. Pour qu'elle se structure et qu'elle se développe. Parce que c'est un tissu industriel, c'est un défi majeur, c'est un défi industriel extraordinaire comme on n'en a pas vu depuis finalement un siècle. Il faut reconstruire tout un tissu de génération d'énergie. Rendez-vous compte, par exemple, il y a plus de 3 millions de kilomètres de pipeline pour faire circuler du gaz naturel sur la surface de la Terre. Il y a 5000 kilomètres de pipeline pour de l'hydrogène. Donc il y a du boulot. Et c'est à la limite la seule contrainte qui est la mienne, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste considérer le temps long qui est celui de l'industrie, on n'est pas dans le monde du software. Juste parce que vous y faisiez référence, aux États-Unis, il s'est passé ça, mais l'Europe n'est pas restée en reste du tout. Il y a eu 30 milliards de subventions publiques-privées qui ont été accordées à des projets. Donc on a une culture différente en Europe, c'est beaucoup plus planifié. Ce n'est pas la libre entreprise comme aux États-Unis où on donne finalement des règles de jeu, tout le monde peut s'y engouffrer. En Europe, c'est plus administré, projet par projet, entreprise par entreprise. Mais il y a des moyens. Il y a des moyens considérables, 30 milliards d'euros. À côté de ça, la présidente de l'Union européenne a annoncé la création de la banque de l'hydrogène, dotée de 3 milliards d'euros de fonds propres. Des fonds de private equity se sont dotés de fonds considérables. Et donc ça donne de la visibilité à tout le secteur. Absolument, c'est le lancement. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 200 milliards, dans un rapport que je lisais récemment, il y avait déjà plus de 200 milliards de dollars de projets à l'étude, dont une conversion était à peu près de 10%, donc il y en avait 20 milliards qui étaient en phase de signature. Et là, d'un seul coup, eh bien, tout va s'accélérer et ça se traduit dans les entreprises dans lesquelles nous investissons par des carnets de commandes qui étaient des pipelines de projets qui deviennent des commandes fermes qui tombent. Comment votre fonds, qui a été lancé en 2021, CPR Invest Hydrogène, comment vous vous inscrivez dans cette révolution? Parce que c'est une révolution, vous l'avez dit, autour de l'hydrogène vert. Alors, et le scope, et jusqu'où va le scope d'investissement? Alors, ce sont d'excellentes questions. D'abord, nous, on a réfléchi au sujet après s'être lancé dans les fonds à impact environnementaux en 2018 au travers du lancement d'un fonds qui s'appelle Climate Action, qui a connu un grand succès commercial. Ce qui nous a instruit énormément, permis de tisser un réseau de relations, d'avoir cette intuition transformée en conviction et de se lancer définitivement dans l'aventure de l'hydrogène, un peu avant tout le monde, parce que je crois qu'on est un peu précurseur. Il y a à ma connaissance quelques fonds passifs, mais de gestion active, globaux comme le nôtre, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, on n'est pas peu fiers de l'avoir lancé déjà il y a presque un an, comme vous le disiez, en novembre dernier. Et il a fallu se poser des questions, c'est-à-dire d'abord, quel est l'horizon dans lequel on va s'inscrire? Et on l'a dit, pour produire de l'hydrogène vert de bout en bout, il faut d'abord une source d'énergie renouvelable. Donc on va investir dans les sociétés d'énergie renouvelable, l'éolien, solaire et les composants. Il faut des machines. Il faut des machines pour transformer cette électricité tantôt en hydrogène et ensuite l'hydrogène à nouveau en électricité. Et donc ça, ce sont des machines qu'on appelle une fois des électrolyseurs et ensuite des fuel cells, des piles à combustible. Elles-mêmes ont des composants qui chimiques mais mécaniques. Et il y a des boîtes qui produisent tout ça? Bien sûr. Qu'on ne connaît pas évidemment. Non, mais l'une d'entre elles, par exemple, américaine, qui s'appelle Plug Power, qui est évidemment en ce moment en train de vivre une révolution grâce à l'Inflation Reduction Act, le plan dont je parlais tout à l'heure, nous rappelait hier que son chiffre d'affaires cette année va être à peu près de 850 millions de dollars. Mais en 2025, ça va être 5 milliards de dollars. Et en 2030, ça va être 20 milliards de dollars. C'est le monde industriel. Donc évidemment, c'est un petit peu lent. Mais ensuite, c'est exponentiel. Les investissements dont vous parliez tout à l'heure, c'est 11 000 milliards de dollars cumulés prévus selon les études d'horizon 2050. Un nouveau tissu industriel qui générera un chiffre d'affaires annuel de 2500 milliards de dollars. Donc ce fonds a vocation, pour 30 millions de personnes. Donc ce fonds a vocation à accompagner cette révolution. Absolument. Alors je me suis interrompu au milieu de mon explication. On investit donc dans tout le silo de l'énergie renouvelable parce que c'est nécessaire. En amont. En amont. Tous les équipements pour produire de l'hydrogène. La production, la distribution, les infrastructures. Et enfin, le consommateur. Les utilisateurs. Les industries utilisatrices pour commencer, et ensuite la mobilité très rapidement qui va se diffuser. Alors pour le moment, c'est peu connu du grand public, mais on va en entendre parler très vite. En ce moment, il y a le salon de l'auto, et au salon de l'auto, eh bien, Renault, par l'intermédiaire justement d'une JV qu'il a signée avec Plug Power, lance en ce moment un véhicule utilitaire qui fonctionne à l'hydrogène. Voilà, donc vous investissez sur l'ensemble du spectre, avec des valeurs qu'on connaît et la plupart qu'on ne connaît pas. Je pense Air Liquide, et on pense hydrogène, on pense Air Liquide, j'imagine qu'il est en portefeuille.
Oui, et c'est 10% du chiffre d'affaires d'Air Liquide, l'hydrogène d'une manière générale. Et pour les grands gazières, Product, Linde, Air Liquide, c'est à peu près ça. Il faut trouver des pure players. Vous cherchez aussi des pure players du secteur? Notamment un que j'ai nommé, Plug Power, qui est une société qui n'est inscrite qu'à 100% dans la filière de l'hydrogène. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non? Alors, il n'y en a pas beaucoup, ce sont des sociétés de petite taille. Plug Power, à la limite, est la plus mature, alors qu'elle ne fait que 850 millions de dollars de chiffre d'affaires. À l'échelle de la bourse, ce sont des toutes petites entreprises, comparées à celles dans lesquelles on a l'habitude d'investir ou de parler, qui font des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que les pure players sont aujourd'hui à dose homéopathique, minoritaire dans le portefeuille, avec plutôt des grosses valeurs comme Air Liquide ou Ørsted, Ørsted, il fabrique les... Non, il fabrique pas Ørsted, c'est un... Ørsted, il développe des champs de génération d'énergie éolienne. Voilà, eux pour le coup, pure player. On peut le dire dans la source renouvelable dont nous avons besoin. Ce qu'on a l'habitude de qualifier dans notre jargon les pure players, ce sont ceux qui fabriquent des équipements qui sont critiques pour la filière propre de l'hydrogène. Et ceux-là, effectivement, comme c'est un chiffre d'affaires en devenir, un tissu industriel en devenir, aujourd'hui réalisent peu d'activités. Mais ont des carnets de commandes conséquents. La bourse anticipe un peu justement ces développements, ce qui induit quand même beaucoup de volatilité. Donc, il faut en user avec parcimonie. Mais on est des gens actifs. Et notre travail, c'est de faire en sorte justement d'équilibrer le portefeuille pour qu'il se conduise tout au long de ce chemin. Le chemin, il est devant nous, la croissance, elle est là. Ouais. Donc on n'a pas à s'en inquiéter. Et donc pour accompagner et investir sur cette révolution de l'hydrogène vert, Alexandre Cornu, merci. Merci David. Et Megatrend revient bien sûr ici chez vous dans 2 semaines sur Boursorama.